Avant qu'on entre ensemble dans les profondeurs du désert du Nevada et qu'on tente de comprendre la disparition de Kenny Veach, je voulais prendre un instant pour remercier le sponsor officiel de cette vidéo, Ultra Premium Direct. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que sur cette chaîne, on parle de ce qu'il y a derrière les apparences. On creuse, on cherche la vérité, l'authenticité, et c'est justement pour ça que j'ai encore une fois accepté de collaborer avec la marque. Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats qui casse complètement les codes du marché. Tout d'abord, ils fabriquent leurs croquettes et pâtés en France, et ça fait plaisir. Avec évidemment un maximum d'ingrédients d'origine naturelle et surtout sans céréales. Pas de blabla, pas d'intermédiaire, ils vendent en direct de l'usine, donc à des prix bien plus accessible, mais toujours avec une qualité irréprochable. Et ce que j'aime, c'est qu'ils ont pensé à tout. Des recettes équilibrées, complètes, adaptées aux besoins nutritionnels de vos animaux, que ce soit pour un petit chat casanier ou un gros chien très actif, comme ma petite Ivy, c'est parfait. Alors ils livrent en France et en Belgique, et comme je sais que vous êtes beaucoup à aimer vos animaux, j'ai un code promo rien que pour vous. Mon code est valable uniquement pour les nouveaux clients, c'est le code Jill, il vous permet d'avoir 25% de réduction pendant 48 heures, attention, parce qu'après il passe à 20% de réduction et ce jusqu'au 18 mai. Vous retrouverez le lien dans la barre d'infos avec le code et même le compte Insta si vous avez envie d'en savoir plus. Si tu y retournes, tu ne reviendras jamais. C'est ce commentaire laissé par un internaute sous la vidéo de Kenny Veach qui résonne aujourd'hui comme une sombre prophétie. Nous sommes le 10 novembre 2014, cet aventurier du désert part seul pour une exploration dans les Sheep Mountains avec un seul objectif: retrouver une grotte qui l'obsède depuis des semaines. Cette cavité étrange dont l'entrée forme un M parfait, Kenny l'a découverte lors d'une précédente expédition. Ce jour-là, en s'approchant de l'ouverture, il a ressenti un phénomène inexplicable, comme une onde vibrante, une sensation oppressante, un malaise si intense qu'il a pris la fuite sans se retourner. Cette fois, il est déterminé à comprendre ce qui s'est passé et il compte bien aller jusqu'au bout. Pourtant, Kenny ne reviendra jamais de cette ultime exploration. Après des jours de recherche, un seul indice va être retrouvé sur place, son téléphone portable qui est posé près d'un puits de mine abandonné, comme s'il avait été placé là intentionnellement. Autour, vous vous en doutez, aucune trace de Kenny. Pas de sac, pas de vêtements, pas la moindre trace d'un accident ou d'une lutte. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Qui avait-il vraiment dans cette grotte? Et surtout, d'où venaient ces vibrations étranges dont Kenny parle? Cette histoire, elle est devenue l'un des plus grands mystères du désert du Nevada. Et aujourd'hui, je vous emmène au cœur des théories qui entourent cette étrange disparition. Accident, phénomène surnaturel, secret militaire ou expérience interdite, jusqu'où la vérité peut-elle nous mener? On va d'abord apprendre à connaître qui est Kenny Veach. On sait qu'il est né en 1967 à Las Vegas. C'est pas du tout un grand amateur de jeux et de casinos. Il préfère vraiment s'aventurer dans les immensités sauvages du Nevada, qui sont d'ailleurs absolument magnifiques, et arpenter les terres rarement explorées pour capturer l'essence de ces sites désertés et de ces cavités oubliées. Cette passion pour l'aventure, il la partage auprès d'une communauté qui est fidèle et engagée, très fascinée comme lui par l'exploration de lieux énigmatiques comme la base aérienne de Nellis et la mystérieuse Zone 51. Il est convaincu de pouvoir transformer sa passion en entreprise florissante. Alors il va quitter son emploi en 2013 et il va se lancer à temps plein dans tous ses projets. Il crée une entreprise de décoration d'intérieur qui s'inspire du style cowboy grâce à des objets qu'il trouve pendant ses randonnées. En parallèle, il va investir dans l'innovation et il va développer plusieurs inventions qu'il espère commercialiser en ligne. Malheureusement, malgré son dévouement, aucun de ses projets ne parvient à décoller. Donc il est frustré forcément et il va connaître une profonde dépression. Il va se replier sur lui-même et peu à peu, ses balades en solitaire deviennent à ce moment-là son seul et unique échappatoire de sa vie. Alors seul, dans l'immensité du désert, il retrouve un semblant de contrôle, un but, comme un frisson que rien d'autre ne lui apporte dans sa vie quotidienne. Kenny connaît cette région mieux que quiconque, ça on le sait. C'est un homme du désert, un habitué de ces étendues, alors quand il s'y rend, il ne prend que l'essentiel. Une arme,
accroché à sa ceinture, en bon américain, en cas de rencontre avec un crotal ou un puma embusqué, une lampe, une gourde d'eau et une boussole qu'il garde plus par habitude que par utilité. Et c'est là, au cœur de ces étendues interdites, proche de la base de Nellis, qu'il tombe sur quelque chose d'inhabituel. Une grotte. Et pas n'importe laquelle. La grotte. Nous sommes alors en octobre 2014. Kenny explore le désert de Morave comme il a l'habitude de le faire. Ce jour-là, il prévoit de partir pour une excursion qui devrait durer approximativement entre 6 à 8 heures de marche. Son camion est garé comme d'habitude au pied des Sheep Mountains. Il marche en direction d'un des canyons. Mais alors qu'il progresse sur un sentier escarpé, son regard est attiré par quelque chose d'inhabituel, comme une brèche sombre et parfaitement symétrique au cœur d'une paroi rocheuse. Une ouverture trop nette, presque artificielle. Son entrée forme la lettre M, une symétrie presque trop parfaite pour être naturelle, comme une sorte d'anomalie posée là au milieu de nulle part. Il s'en approche, quand même un petit peu troublé, et puis soudain, sans prévenir, une vibration étrange va le traverser. Une sorte de sensation lourde, assez pesante, qui va traverser son corps de part et d'autre comme une onde invisible. Kenny se sent très mal à l'aise, et quelque chose lui dit clairement de ne pas rester là. Un petit peu comme un instinct de survie qui surgit. Alors sans chercher à comprendre, directement il fait demi-tour. Et le soir même, de retour chez lui, il ne peut pas s'empêcher d'y repenser. Alors il va partager son expérience sur sa chaîne YouTube et il raconte en détail ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, cette impression étrange d'onde qui lui a parcouru tout le corps. Il dit d'ailleurs « J'entre dans les grottes que je trouve, mais en avançant vers celle-ci, tout mon corps a commencé à vibrer. Plus je me rapprochais de l'entrée, plus les vibrations devenaient intenses. Soudain, j'ai eu une peur incontrôlable et j'ai pris la fuite. C'est l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. Ce sont ces mots. En quelques minutes, on connaît YouTube, les commentaires s'enchaînent. Les internautes veulent en savoir plus. Ils veulent savoir où se trouve cet endroit et ce qu'il y a évidemment dans cette fameuse grotte. Et puis surtout, ils veulent la preuve formelle de son existence. Kenny, il a un petit peu son petit ego de youtubeur qui prend le dessus. C'est un aventurier avide de défis et il adore les challenges. Alors face à un tel engouement de la part de sa communauté, il promet d'y retourner. Mais cette fois-ci, avec une caméra pour immortaliser cette découverte. Quelques jours plus tard, il repart en direction de la grotte. Dans sa dernière vidéo, M-Cave Hike, encore disponible d'ailleurs sur sa chaîne, il se filme en train d'arpenter la zone à la recherche de l'étrange cavité. Il va refaire exactement le même chemin. Il se repère par rapport au relief, il observe chaque formation rocheuse qu'il croise, mais cette fois, il trouve pas. D'ailleurs, certains commentaires crient au scandale et dénoncent une histoire totalement inventée pour faire des vues, pour faire parler, et d'autres accusent Kenny d'être un menteur compulsif en manque de reconnaissance. Mais un seul commentaire fait froid dans le dos. Ce commentaire, il est laissé par un certain Lemmy Killmister, qui écrit « Non, n'y retourne pas. Si tu trouves cette grotte, n'y entre pas. Si tu le fais, tu n'en ressortiras pas. » Si moi j'étais tombée sur ce commentaire, la première chose que j'aurais fait, c'est retourner et rentrer dans cette grotte, bien évidemment. Je ne sais pas vous, mais dites-moi en commentaire si vous étiez animé par cette passion de l'aventure et si vous adorez l'adrénaline, est-ce que vous seriez retourné ou pas dans cette grotte? Nous sommes le 10 novembre 2014. Kenny repart à nouveau seul dans le désert, toujours à la recherche de cette grotte mystérieuse. Cette fois, il veut mettre toutes les chances de son côté. Alors il va décider de passer la nuit là-bas, comme il l'a déjà fait plusieurs fois dans le désert. C'est pas du tout quelque chose de nouveau pour lui, mais c'est une expédition de 2 jours qui devrait lui permettre de retrouver son chemin jusqu'à cette fameuse entrée en M s'il suit correctement son plan. Il pense pouvoir être de retour le 11 novembre. Mais les jours passent, et personne n'a de nouvelles de lui. Inquiète, sa compagne, du nom de Sherian Pilgrim, signale sa disparition le 14 novembre 2014. Rapidement, une équipe de Red Rock Search and Rescue est mobilisée. C'est une organisation privée qui est composée de volontaires expérimentés. Elle est spécialisée dans le sauvetage de personnes dans les terrains accidentés du Nevada. C'est quelque chose d'indispensable dans ce coin-là des États-Unis. Et dans les jours suivant sa disparition, les recherches vont s'intensifier dans les Sheep Mountains, à environ 40 km au nord de Las Vegas. Cette zone, il faut savoir qu'elle est immense.
Elle est parsemée de ravins, il y a des formations rocheuses qui sont abruptes, il y a des mines abandonnées, bref, on est en terrain hostile. Il y a des puits qui sont non sécurisés, il y a des tunnels qui sont susceptibles de s'effondrer. Ces mines, elles représentent vraiment un réel danger pour les visiteurs qui sont imprudents. On a alors des experts en exploration souterraine qui sont appelés pour inspecter les puits les plus dangereux. Il y a des hélicoptères qui survolent la région pour scruter la moindre trace, pendant que des équipes ratissent tous les sentiers. Mais personne ne retrouve la trace de Kenny, jusqu'à la découverte de son téléphone portable le 22 novembre 2014. L'appareil, je vous le disais, est retrouvé juste à côté d'un puits, d'une mine verticale, posée au sol de façon qui donnerait presque l'impression d'avoir été délibérément laissé là. Mais autour de lui, par contre, il n'y a rien. Il n'y a pas de sac, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas la moindre empreinte. Et pour les enquêteurs, l'explication, elle est toute trouvée. Kenny, il a fait une chute dans la mine. Pourtant, après de longues heures d'inspection, aucune trace de Kenny n'est retrouvée à l'intérieur. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas de signe de lutte. Kenny Veach s'est littéralement évaporé dans la nature, comme si le désert l'avait englouti, à l'instar de cette grotte en forme de M, que d'ailleurs personne n'a jamais retrouvée. Bien évidemment, vous connaissez la suite, Internet va s'emparer de l'affaire et les spéculations explosent. Il y a de nombreuses théories qui vont voir le jour pour tenter d'expliquer ce qui aurait pu lui arriver ce jour-là. Alors certaines sont très rationnelles, d'autres sont beaucoup plus troublantes. Et parmi elles, il y a une hypothèse qui revient souvent. Et si Kenny avait découvert un secret bien gardé? Pire, s'il s'était approché d'un peu trop près de quelque chose de totalement interdit. Une entrée en forme de M, une vibration qui le traverse dès qu'il s'approche et un malaise si intense qu'il prend la fuite. Pour les amateurs de mystère, c'est une évidence. Quelqu'un ou quelque chose a cherché à repousser Kenny. Bien avant que le Nevada ne devienne un désert ponctué de bases militaires comme Nellis ou de routes oubliées menant à des mines abandonnées, ces terres appartenaient aux tribus autochtones Paiute et Shoshone. Alors ces peuples nomades possèdent une parfaite maîtrise du désert et lui confèrent bien évidemment un caractère sacré. Pour avoir déjà été sur ce genre de terre aux États-Unis, je peux vous dire que le taux vibratoire et les énergies sur place sont exceptionnels. Pour eux, dans leurs croyances, chaque formation naturelle porte une signification spirituelle. Les montagnes, par leur grandeur et leur symbole de puissance, sont considérées comme des points de connexion spirituelle où les chamans viennent chercher guidance, vision et protection des esprits. Les canyons, quant à eux, sont vus comme des couloirs pour les âmes, comme des passages entre les mondes. Les légendes qui entourent les Paiutes et les Shoshone parlent de lieux interdits, de sites où les humains n'ont pas leur place, sous peine de perturber un équilibre fragile entre le monde des vivants et celui des esprits, ou pire, de provoquer la colère des entités qui y ont élu domicile. Ces endroits y sont souvent identifiables grâce à des signes qui sont laissés par la nature ou par les anciens. On peut avoir une formation rocheuse inhabituelle, une source qui est dissimulée, une grotte obscure, dont l'entrée semble défier l'érosion du temps. Eh bien, ces marquages signalent un lieu protégé par une présence invisible dans lequel l'homme doit avancer avec prudence, voire ne pas s'y aventurer du tout. Pour les Paiutes, ces endroits sont sous la protection des Numu, des esprits unis à la terre dont la bienveillance ou la punition dépend du respect qui leur est accordé. Les Shoshone, quant à eux, évoquent des êtres souterrains qui habitent dans les profondeurs de la terre. Au cœur de ces légendes, les grottes sont parfois considérées comme des lieux de passage vers l'au-delà, parfois comme des refuges pour des esprits vengeurs. Les Paiutes racontent par exemple que des êtres surnaturels, décrits comme des ombres ou des formes floues, attirent les visiteurs imprudents dans ces fameuses grottes pour les piéger ou pour les punir. L'une de ces légendes parle d'esprits habitant les rochers qui émettent des sons ou des sensations pour éloigner les intrus. Une histoire qui, excusez-moi, fait quand même étrangement écho avec les vibrations ressenties par Kenny lors de sa première visite, on est d'accord. Et d'ailleurs, ce ne serait vraiment pas la première fois qu'un lieu semble repousser les intrus, comme s'il protégeait un secret. Dans tous les récits paranormaux, un point revient inéluctablement. Les lieux hantés ne le deviennent pas sans raison.
Certaines terres portent en elles une mémoire, comme une empreinte laissée par ceux qui les ont foulées avant. Si la grotte en forme de M cache quelque chose qui aurait pu emporter Kenny, ce n'est peut-être pas seulement une entité gardienne ou un esprit dérangé. La grotte pourrait avoir été le témoin d'un passé sanglant, faisant d'elle aujourd'hui un lieu maudit, chargé d'une histoire tragique. Cette idée, elle prend racine dans d'anciens conflits entre les tribus Paiutes et Shoshone. Ou peut-être entre les autochtones et les colons européens lors de l'expansion vers l'ouest au XIXe siècle. La grotte aurait alors été le théâtre d'un véritable massacre et les âmes des victimes décédées, piégées dans la caverne, seraient devenues des esprits vengeurs qui hantraient aujourd'hui le lieu. Alors on a aussi certaines personnes qui parlent d'apparitions éphémères appelées les Shadow People. Si vous ne connaissez pas ça, il faut absolument que je vous explique ce que c'est. Ce sont des silhouettes sombres, sans visage, insaisissables, qui apparaissent dans le coin de l'œil de manière furtive, comme si elles ne voulaient pas être vues. Je pense qu'on est très nombreux à avoir déjà eu cette sensation. Elle se manifeste le plus souvent dans des lieux isolés, sombres, chargés d'histoire, comme des grottes, des maisons abandonnées, des forêts, ou bien quand on a une maison qui est chargée d'histoire, une bâtisse très ancienne. Chez moi, par exemple, c'est une maison qui date des années 1800. Elle a vécu la guerre, elle a vécu énormément de choses, elle est chargée énergétiquement parlant, et je peux vous le dire que j'ai vu à plusieurs reprises des Shadow People dans ma maison. Par contre, à la différence des fantômes, eh bien, ces entités, elles ne sont pas attachées à un lieu en particulier ou à une personne. Ce sont des présences indépendantes et conscientes qui restent le plus souvent immobiles, en observant mais sans jamais vraiment se montrer. Les légendes qui entourent les Shadow People racontent que certaines de ces silhouettes pourraient être des entités démoniaques tapies dans l'ombre à l'affût de ceux qui osent s'aventurer un petit peu trop loin. Je vous rassure, j'ai jamais eu ce genre de cas chez moi à la maison par contre. Alors certaines traditions amérindiennes évoquent elles aussi des esprits maléfiques liés aux terres désertiques, comme des entités trompeuses qui attirent les âmes perdues dans leurs repères pour ne jamais les laisser repartir. Chez les Navajo, on parle de Skinwalker, un type de sorcier qui aurait renié son humanité en accomplissant des rituels qui lui auraient apporté le pouvoir de se métamorphoser en chacal, en coyote ou en loup. Il emprunte différentes formes pour se dissimuler dans l'ombre et tendre des pièges à ceux qui s'aventurent trop loin. On raconte que les Skinwalkers seraient capables d'imiter des voix humaines, d'infiltrer les esprits et même de s'introduire dans les rêves de leurs victimes. Leur présence est souvent repérée par des bruits étranges dans la nuit, des murmures à peine perceptibles ou des yeux luisants dans l'obscurité. Très sympa tout ça. Dans certaines versions de la légende d'ailleurs, ils poursuivent même ceux qu'ils considèrent comme une menace. Ils influencent et possèdent ceux qui croisent leur chemin pour s'assurer qu'ils ne reviennent jamais. Les croyances occultes et certains courants ésotériques chrétiens parlent de ces lieux abandonnés comme des passages entre les mondes, des portes vers des royaumes obscurs où des âmes disparaissent sans laisser de traces. Les cavernes profondes sont souvent des entrées vers des labyrinthes de damnation où l'espace et le temps se distordent et ceux qui y entrent ne ressortent jamais. Des théories paranormales s'appuient sur des phénomènes observés dans le monde pour évoquer de possibles distorsions temporelles, des failles où la perception du temps peut s'étirer, ralentir ou s'effacer totalement. On constate d'ailleurs des incidents similaires qui ont été rapportés notamment dans le triangle des Bermudes, tristement célèbre pour ses mystérieuses disparitions d'avions ou de navires sans laisser de traces. Cette anomalie affecterait la matière, le son et le corps humain lui-même. Certains explorateurs du paranormal avancent que des objets ou des personnes peuvent basculer dans une autre temporalité en franchissant ce type de seuil. Peu importe la croyance qui entoure ces manifestations, elles s'accompagnent invariablement d'un profond malaise, d'une sensation pesante, d'être observé, une atmosphère oppressante. Et ce jour-là, eh bien Kenny aurait potentiellement pu croiser l'une de ces entités. Une présence invisible qui l'aurait tout d'abord repoussé. Les vibrations, la peur soudaine, cette sensation viscérale qu'il devait fuir, tout semblait indiquer qu'une force cachée dans l'ombre lui envoyait un avertissement. Et lorsqu'il a enfin retrouvé le chemin, quelque chose l'attendait. Une présence qui, cette fois, ne s'est pas contentée de le repousser, mais l'a piégé. Kenny aurait pu croiser l'un des gardiens du désert, une entité ancienne qui veille sur ces terres interdites. Un esprit des Paiutes qui, après l'avoir averti une première fois, aurait refermé le piège sur lui.
À moins que ce ne soit la grotte elle-même qui l'ait absorbée grâce à une faille cachée dans la roche, faisant office de seuil vers un autre espace, un lieu où le temps se plie et se déforme. Kenny aurait alors glissé hors du monde tel que nous le connaissons, pris dans une boucle où passé et présent se confondent, prisonnier d'un instant figé. Si on garde cette hypothèse, et si celle-ci est exacte, alors ça veut dire que Kenny Veach n'a pas disparu. Il est toujours là, mais il est piégé dans un espace hors du temps, dans un désert qui ne rend jamais ce qu'il choisit de garder. D'ailleurs, ceci dit en passant, si vous aussi, vous n'avez absolument pas envie d'être coincé dans le désert et que votre famille vous cherche pour des années et des années encore, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Voilà, comme ça au moins, vous ne risquez rien. Je pense que ça n'est un secret pour personne. Le Nevada, c'est l'un des épicentres mondiaux des théories extraterrestres. Depuis des décennies, ce désert abrite des récits troublants, des témoignages de pilotes, d'ingénieurs et d'anonymes aussi, qui évoquent des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. La localisation de la grotte M ne fait pas exception. Elle se trouve dans une région hautement surveillée, non loin de la base de Nellis, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, et à seulement 130 km de la zone 51. Une zone qui, vous le savez, est connue pour ses activités militaires opaques, dans laquelle chaque parcelle de terre semble cacher un véritable secret. Depuis les années 1950, le Nevada nourrit de nombreux récits sur des engins non identifiés. Sur les forums d'ufologie et dans les enquêtes menées par de grandes chaînes spécialisées sur le sujet, le nom de Kenny Veach revient régulièrement comme une possible victime d'un phénomène inexpliqué ou d'une activité extraterrestre. Son histoire, elle s'inscrit dans un schéma qui est récurrent, celui d'un homme qui s'est aventuré trop près d'un secret qu'il n'aurait jamais dû approcher, et selon ces théories, la grotte serait une entrée vers quelque chose de non humain, voire extraterrestre. Alors ça pourrait être une base souterraine, un ancien site d'expérimentation alien, ou même une porte vers une autre dimension. D'ailleurs, pour certains, elle pourrait être une structure artificielle masquée à l'œil humain, un lieu qui est dissimulé par une technologie avancée. Les vibrations ressenties par Kenny ne seraient alors pas du tout un simple phénomène géologique, mais un signal d'avertissement, comme une sorte de champ de protection conçu pour dissuader quiconque de s'approcher trop près. Et ce serait d'ailleurs la raison pour laquelle, après avoir fui une première fois, il n'aurait jamais réussi à retrouver la grotte. Comme si elle n'avait jamais existé ou qu'elle n'était visible qu'à un seul moment précis. Et son expérience, figurez-vous que ce n'est pas du tout un cas isolé. On a de nombreux témoignages qui font état de sensations similaires. Une onde qui traverse le corps, une désorientation soudaine, une peur incontrôlable, un profond malaise. On a des témoins qui racontent même qu'en plus de ces sensations étranges, ils auraient aperçu une lumière aveuglante avant de se réveiller à des kilomètres de l'endroit où ils se trouvaient, parfois des heures ou des jours plus tard, sans aucun souvenir de ce qu'il se serait passé entre-temps. C'est le cas de Travis Walton et de Betty et Barney Hill. Deux histoires qui résonnent étrangement avec celle de notre Kenny Veach. Ces témoignages où la frontière entre réalité et inconnu se brouille ne sont pas des exceptions. Ils font partie d'un schéma récurrent que l'on retrouve dans les expériences de ceux qui s'aventurent dans des territoires interdits. Nous sommes le 19 septembre 1961. Betty et Barney Hill rentrent d'une semaine de vacances au Canada. Ils roulent en direction du sud pour rentrer chez eux à Portsmouth, dans l'état du New Hampshire. Mais vers 22 h, Barney aperçoit dans le ciel une lumière qui se déplace de façon aléatoire. Barney s'arrête et sort du véhicule pour observer cette étrange apparition avec ses jumelles. Grâce à elle, il distingue un objet en forme de disque avec deux petites ailes. Mais il n'a pas le temps à ce moment-là de l'observer davantage. Voilà que l'objet semble se rapprocher dangereusement d'eux. Le couple remonte rapidement dans la voiture et y démarre en trombe. Mais quelques secondes plus tard, un étrange son envahit l'habitacle de la voiture. Puis un deuxième. Et cette fois, les Hill réalisent qu'ils viennent de parcourir
plus de 55 km sans le moindre souvenir du trajet. Quand ils arrivent chez eux, eh bien, ils vont prendre conscience qu'ils ont un trou de mémoire de plus ou moins 2 heures. Et en retirant leurs chaussures, Barney découvre de nombreuses griffures sur le cuir de ses chaussures, comme si on l'avait traîné sur le sol. Quelques jours plus tard, Betty commence à faire régulièrement des cauchemars dans lesquels des silhouettes au visage difforme et aux grands yeux de chat la poursuivent. Alors petit à petit, elle va vraiment sombrer, et c'est triste pour elle, dans un état dépressif avec des épisodes de mélancolie, une perte d'appétit, de nombreuses crises d'angoisse. Un psychiatre de l'académie d'Exeter diagnostique un stress post-traumatique et décide d'orienter le couple vers le docteur Benjamin Simon, un spécialiste en hypnothérapie. Son objectif, il est très simple, tenter un traitement régressif pour ramener à la conscience les souvenirs enfouis du traumatisme. Pendant plus de 7 mois, le médecin va enregistrer plus de 40 heures d'audio pour comprendre ce qui leur est réellement arrivé cette nuit-là. Et au cours de ces séances, Betty et Barney, interrogés totalement séparément, livrent un récit bien plus que troublant. Après l'apparition de ce fameux ovni que Barney aurait tenté de fuir en empruntant un chemin forestier, leur véhicule aurait fini par caler. L'ovni se serait alors posé à une 60aine de mètres d'eux et une dizaine de petites créatures en seraient descendues. Sans possibilité de s'échapper, Betty et Barney auraient été emmenés de force, évidemment, à bord de l'engin où ils ont été tout de suite séparés. Chacun aurait potentiellement subi une série d'examens médicaux sans vraiment comprendre leurs objectifs. Betty raconte même qu'elle a réussi à établir un semblant de communication avec l'une des créatures qui lui aurait montré ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui aurait demandé si elle était capable d'y situer la Terre. Mais devant l'ignorance de Betty, l'entité lui aurait simplement dit que cela ne servait à rien qu'elle sache d'où il venait. Après ça, Betty aurait été reconduite hors de l'OVNI, où elle va retrouver Barney déjà installé dans la voiture. Avant de disparaître, la créature leur aurait promis qu'ils oublieraient toute cette expérience. On est quelques années plus tard, le 5 novembre 1975. Travis Walton et ses collègues bûcherons roulent de nuit sur une route déserte de l'Arizona quand une lumière intense apparaît dans le ciel. Sans réfléchir, Travis sort du véhicule pour essayer de comprendre d'où elle vient. Mais à peine est-il sorti de son véhicule qu'un faisceau le frappe de plein fouet. Son équipe, affolée, prend la fuite. Lorsqu'ils reviennent chercher leurs collègues, quelques minutes plus tard, eh bien Travis a disparu. Son matériel est intact, mais Travis, lui, est introuvable. Pourtant, 5 jours plus tard, en fin de journée, son beau-père reçoit un appel. C'est Travis. Il appelle depuis une cabine publique. Lorsqu'il le retrouve sur place, Travis est en état de choc. L'examen médical révèle un homme anormalement amaigri, complètement déshydraté. Il n'a à ce moment-là que quelques fragments de souvenirs de ce qu'il s'est passé. Et ce qu'il raconte est particulièrement troublant. Il explique qu'après avoir perdu connaissance sur la route, il s'est réveillé dans une salle qu'il ne connaissait pas, entouré de 3 créatures d'environ 1,50 m, qu'il décrit comme ressemblant à des fœtus. Pris de panique, il les aurait repoussés violemment et aurait tenté de fuir par une porte qui donnait sur une pièce plus grande, équipée d'un siège et de plusieurs leviers de commande. C'est alors qu'une autre entité aurait fait son apparition, bien plus humanoïde. Elle porte un casque et le guide poliment vers une autre salle, sans pour autant répondre à aucune de ses questions. Dès qu'il y entre, on lui place un masque respiratoire sur le visage et il perd de nouveau connaissance. Lorsqu'il va reprendre ses esprits, il est de retour sur Terre et a tout juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Alors quand on entend tout ça, bien évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est « ok, ils mythos tous, ils racontent n'importe quoi ». Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont tous fait passer des tests au détecteur de mensonges. Lui et les 5 camarades témoins de la scène. Et chacun d'eux a maintenu sa version des faits sans la moindre contradiction. Et depuis d'ailleurs, aucun d'entre eux n'a jamais modifié sa version et chacun croit fermement à ce qu'il a vécu.
Depuis, on peut le dire, les témoignages s'accumulent. Des randonneurs affirment avoir aperçu des lueurs étranges dans les Sheep Mountains, parfois de simples flashs, comme une brève décharge lumineuse au loin, parfois des orbes flottants qui glissent silencieusement entre les crêtes avant de disparaître. Une lumière orangée, clignotante, aurait même été signalée en 2016 sur un sentier proche de l'endroit présumé de la fameuse grotte M. Alors si l'hypothèse extraterrestre évoque généralement des enlèvements ou des interactions furtives, une autre théorie accompagne ces récits, celle d'une contamination, d'une transformation ou pire encore, d'une désintégration provoquée par une technologie avancée. Certains témoins qui ont vécu une expérience d'enlèvement extraterrestre découvrent parfois des années plus tard des preuves physiques sur leur propre corps. Certains font état d'objets mystérieusement implantés sous la peau, souvent découverts par hasard après des examens médicaux ou des radiographies, des IRM. Certains chirurgiens, comme le docteur Roger Leir, ont même retiré des fragments métalliques composés de fer, d'aluminium et de matériaux d'origine météorologique. Ces objets émettraient des ondes radio de fréquence spatiale et posséderaient d'étranges propriétés magnétiques. Microscopiques par contre, ils ne présentent ni trace d'insertion visible, ni réaction inflammatoire, comme s'ils avaient été insérés par un moyen inconnu. Alors pour les chercheurs en ufologie, ces implants pourraient servir à émettre des signaux, à modifier la perception des victimes, voire même à surveiller leur déplacement. Mais pour certains d'entre eux, ils pourraient aussi être des dispositifs capables d'altérer la conscience, de manipuler les pensées, voire d'adapter progressivement le corps humain à une autre réalité. Certains témoignages évoquent des symptômes comme une fatigue chronique, des pertes de mémoire inexpliquées, des symptômes de maladies soudaines, comme si leur organisme subissait une modification lente et imperceptible. Et cette transformation, elle n'est pas anodine. Elle pourrait être le signe d'une mutation forcée, d'une adaptation biologique orchestrée par une intelligence extérieure. Certains chercheurs en ufologie suggèrent même que les victimes d'enlèvement ne sont pas seulement étudiées, mais modifiées et préparées à quelque chose, ou même effacées progressivement de notre réalité. Si on met bout à bout tous ces éléments, un scénario troublant se dessine. Kenny Veach aurait été exposé à une force invisible, une technologie extraterrestre destinée à empêcher toute intrusion humaine sur un site sensible. Les symptômes étranges que Kenny a vécus après son premier contact avec la grotte pourraient être le résultat d'une altération de son corps par l'une de ces technologies extraterrestres. Il aurait ainsi été exposé à un champ d'énergie capable de modifier ses perceptions et son état physique. Un processus lent mais inexorable. Ce 10 novembre 2014, dans l'immensité désertique des Sheep Mountains, Kenny aurait franchi une barrière invisible, une limite au-delà de laquelle son corps et son esprit ne lui appartenaient plus. Le désert du Nevada ne se résume pas aux légendes et aux théories sur des civilisations venues d'ailleurs. Il abrite aussi des installations militaires bien réelles, de haute sécurité, des projets classifiés et des expérimentations dont les détails ne semblent jamais être dévoilés au grand public. On se demande quand même pourquoi. Et selon ces théories, la grotte M ne serait pas une porte vers un autre monde, mais une entrée vers quelque chose qui doit absolument rester caché. Ces technologies secrètes seraient développées et testées dans des zones isolées, comme celle, près de la zone 51, à l'abri des regards. Parmi elles, certaines utilisent les infrasons. Ce sont des ondes sonores de très basse fréquence, inaudibles d'ailleurs pour l'oreille humaine, mais capables d'avoir un impact physique et physiologique. Et on sait qu'à des niveaux de puissance élevés, ces infrasons provoquent des effets déstabilisants comme des vibrations internes, des nausées, de la désorientation, un malaise intense, et dans des cas extrêmes, une perte de conscience peut être observée. Dans les années 90, 90 pour les Français qui me suivent, des tests militaires autour des infrasons sont menés dans des endroits isolés, notamment le LRAD, plus connu sous le nom de canon à son. Alors ce dispositif, il est conçu pour disperser les foules grâce à des sons oppressants.
Alors il a notamment été utilisé pour disperser des contestataires en Géorgie en novembre 2007, contre des ouvriers de Triumph à Bangkok en août 2008, ou encore en 2009 sur des contestataires au Honduras qui auraient essayé de s'abriter dans l'ambassade du Brésil. Mais là, on a juste affaire à des versions officielles. Des prototypes bien plus avancés, gardés secrets, seraient testés dans des régions justement désertiques comme les Sheep Mountains. Ce phénomène, d'ailleurs, il rappelle certains témoignages sur des technologies avancées prétendument testées dans la région. L'un des plus connus vient de Bob Lazar, un physicien et ingénieur autoproclamé, devenu célèbre en 1989, après une série d'interviews télévisées dans lesquelles il affirmait avoir travaillé sur des vaisseaux extraterrestres dans une installation secrète près de la zone 51, appelée S4. Cette installation abriterait 9 vaisseaux extraterrestres récupérés par le gouvernement américain, et selon lui, ces vaisseaux utilisent un réacteur capable de générer un champ gravitationnel artificiel qui altère l'espace-temps. Lorsqu'il est activé, il émet des vibrations et un bourdonnement perceptible dans l'air et dans le corps. Un phénomène suffisamment puissant pour que les techniciens eux-mêmes évitent de s'en approcher. Et sur base de cette théorie, les vibrations ressenties par Kenny pourraient être le résultat d'un champ antigravitationnel actif, similaire à ceux décrits par Bob Lazar pour les vaisseaux de la zone 51. Malgré tout, ces vibrations pourraient être aussi l'effet secondaire d'une technologie plus insidieuse, un répulsif psychotronique par exemple. Ce dispositif, il serait capable de projeter une peur télépathique à l'aide des ondes électromagnétiques, des infrasons et des ultrasons pour interagir directement avec le cerveau. Grâce à lui, il serait possible d'induire des émotions comme la peur, la panique, des sensations et même des hallucinations qui peuvent garder les humains à distance. Celles et ceux qui ont vécu une expérience avec ce type de champ vibratoire décrivent tous un schéma similaire à celui vécu par Kenny. Une sensation de paralysie, une perte de repère et une sorte d'onde qui traverse le corps. Ces champs électromagnétiques sont omniprésents, générés partout, des téléphones portables, aux lignes haute tension, mais à haute intensité, dirigés et concentrés, ils deviennent une arme invisible. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont mené des recherches sur leurs effets psychologiques et physiologiques. Si un dispositif de ce genre était en activité le 10 novembre 2014, l'exposition prolongée aurait pu causer une désorientation extrême et une panique incontrôlable. Kenny aurait alors pu se perdre dans les Sheep Mountains et errer jusqu'à l'épuisement. Dans un tel état, il aurait pu aussi s'approcher trop près d'un ravin ou d'un puits de mine abandonné et basculer dans le vide sans avoir eu le temps de réagir. Son corps, peut-être tombé dans une zone escarpée ou une cavité trop profonde, serait alors resté hors de portée des recherches, dissimulé par l'immensité de ce désert. Mais figurez-vous qu'il existe encore une autre hypothèse. Et celle-ci serait encore plus troublante et plus radicale car elle suggère que Kenny aurait pu être neutralisé. Certains pensent que son téléphone a été placé là intentionnellement, comme pour faire diversion et orienter les conclusions vers un accident ordinaire. Les bases comme Nellis et la zone 51 sont des lieux où les technologies les plus avancées sont testées. Sous la roche, loin des regards indiscrets, se trouvent des tunnels creusés pour les essais nucléaires, des complexes enfouis destinés à la recherche avancée et des installations militaires où sont testées certaines des technologies les plus avancées de la planète. À partir des années 1980, ces installations ont servi au développement d'aéronefs furtifs comme le F-117 Nighthawk, dont l'existence est restée classifiée pendant des années. Au-delà des avions indétectables, ces bases sont également utilisées dans le cadre de recherche sur des systèmes de guerre électroniques, des champs électromagnétiques à haute intensité et des armes à énergie dirigée. Ce ne sont plus seulement des avions que l'on rend invisibles, mais aussi des structures, des signaux et peut-être même des personnes. Est-ce que notre bon Kenny se serait-il aventuré trop près d'une entrée classifiée? A-t-il accidentellement franchi une limite invisible, un périmètre de sécurité gardé par des systèmes de détection avancés? Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que les déserts du Nevada feraient disparaître un témoin gênant.
Certains mentionnent des disparitions mystérieuses de civils qui se sont aventurés trop près de la zone. Ils auraient à ce moment-là aperçu des véhicules de sécurité appartenant à des militaires surveiller ces personnes, puis disparaître sans explication. En 1979, un témoin du nom de Glenn Campbell aurait disparu après avoir révélé des informations sensibles concernant des expérimentations militaires secrètes menées dans le désert du Nevada. Et depuis plusieurs années, l'armée américaine investit massivement dans le développement d'armes à énergie dirigée, des technologies capables de neutraliser une cible à distance sans projectiles en utilisant des faisceaux de micro-ondes, des lasers ou des ondes électromagnétiques concentrées. Le Pentagone et des agences comme la Défense Advanced Research Project Agency travaillent depuis des décennies sur des dispositifs capables d'immobiliser un ennemi ou de le faire disparaître sans laisser de traces. L'un des exemples les plus connus est l'Active Denial System, testé depuis les années 2000 par l'armée américaine. Alors pour vous expliquer, ce système utilise un faisceau de micro-ondes à haute fréquence qui pénètre légèrement sous la peau et provoque une sensation de brûlure insoutenable et qui force inévitablement l'individu ciblé à fuir immédiatement. Un véritable moment de bonheur finalement. Une technologie non létale du moins, dans sa version officielle, mais dans les théories qui entourent les armes à énergie dirigée, il existe plusieurs niveaux d'effets allant du simple inconfort à une neutralisation complète. Entendez là, la mort. Ce qui rend cette hypothèse encore plus troublante, c'est le détail du téléphone retrouvé intact près du puits de mine. Pourquoi un téléphone? Mais aucun autre effet personnel? Pourquoi aucune trace d'une lutte, d'une chute, d'une déshydratation avancée? Si Kenny avait simplement perdu connaissance ou été victime d'un accident, son sac, ses vêtements ou ses chaussures auraient pu être retrouvés à proximité. Mais ici, on n'a rien, on n'a aucun indice à part le téléphone. C'est comme si son corps s'était véritablement volatilisé. Enfin, une hypothèse suggère que Kenny aurait pu être soumis à des technologies de manipulation mentale. Plusieurs programmes secrets, dont le MK Ultra, explorent des méthodes pour altérer la perception, influencer les comportements et même contrôler les pensées d'un individu sans qu'il en ait conscience. Même si, officiellement, le projet MK Ultra appartient au passé, les recherches sur les techniques de contrôle mental n'ont jamais vraiment cessé. Aujourd'hui, elles se fondent sur des technologies bien plus subtiles et sophistiquées à partir des fameuses ondes électromagnétiques, des infrasons et des impulsions cérébrales dirigées. Autant de moyens invisibles qui pourraient altérer l'état psychologique d'une cible sans qu'elle ne comprenne ce qui lui arrive. Et à l'aide d'armes à faisceaux dirigés, de fréquences destinées à perturber l'activité cérébrale, d'impulsions capables de provoquer des hallucinations et des troubles de la mémoire, eh bien il est possible de manipuler quelqu'un à distance. Dans ce cadre expérimental, un conditionnement pourrait avoir été implanté lors de la première rencontre de Kenny avec la grotte pour l'inciter à y retourner coûte que coûte. Ce besoin obsessionnel, malgré la peur intense qu'il avait ressentie, ressemble à une programmation mentale, un ordre subliminal gravé dans son subconscient. Ce type de programme de manipulation mentale pourrait incorporer une phase finale dite d'effacement des témoins gênants. Dans ce cas, la technologie utilisée pourrait non seulement désorienter Kenny, mais l'aurait aussi conduit à se mettre en danger sans raison apparente, voire l'aurait directement neutralisé comme un moyen d'effacer sa présence de cette zone sensible. Si Kenny Veach a été exposé à ces technologies expérimentales, cela pourrait expliquer son malaise soudain, sa désorientation extrême et sa disparition. Les infrasons et les champs électromagnétiques auraient perturbé sa perception et provoqué chez lui des comportements irrationnels. Kenny se serait approché de trop près d'une installation souterraine, un site de test ou peut-être un projet militaire gardé dans l'ombre, protégé par des technologies conçues pour éloigner les curieux ou les faire disparaître. Malgré toutes les théories folles qui entourent la disparition de Kenny Veach, certaines hypothèses sont, je vous rassure, bien plus rationnelles. Son histoire, aussi troublante soit-elle, pourrait avoir une explication beaucoup plus terre-à-terre, ancrée dans la réalité du désert du Nevada. En plus d'être le lieu de nombreuses activités militaires secrètes, le désert est aussi une zone où des affaires louches se déroulent à l'abri des regards. Ce territoire immense, sauvage et hostile offre un point de passage privilégié pour les trafiquants de méthamphétamine et d'autres drogues.
Certains laboratoires, par exemple clandestins, sont installés en pleine nature, à l'abri des forces de l'ordre, où la production peut se faire sans craindre d'être repérée par les habitants ou surtout par les autorités locales. C'est aussi le terrain d'entraînement pour certaines milices privées, survivalistes ou extrémistes qui s'exercent loin des circuits officiels. Ces groupes, qui sont souvent très méfiants envers toute intrusion, n'auraient pas vu d'un bon œil un explorateur comme Kenny en train de fouiller une zone isolée, sans se douter bien évidemment qu'il pouvait croiser un danger bien plus tangible que des phénomènes inexpliqués. Et puis Kenny était sur YouTube, il filmait, il aurait pu potentiellement peut-être montrer des lieux, il allait peut-être ramener aussi des gens dans cette zone en leur donnant envie d'aller rechercher cette grotte. Et bien sûr, il y a l'hypothèse la plus simple, mais tout aussi tragique, celle de l'accident. L'environnement des Sheep Mountains est impitoyable, en particulier pour ceux qui s'aventurent seuls dans cette région isolée et hostile. Un faux pas, une désorientation soudaine due à la chaleur accablante du désert, un malaise ou même une morsure d'animal peut suffire à faire basculer une randonnée tout à fait normale en un accident tragique. Même si cette dernière hypothèse semble être la plus rationnelle, Sherry-Ann Pilgrim, la compagne de Kenny, quant à elle a des raisons de penser que la vérité est encore bien différente et bien plus tragique. Dans un commentaire destiné aux internautes, elle décrit un homme méticuleux, toujours préparé. Kenny n'était pas un randonneur imprudent. Il connaissait le désert, savait parfaitement gérer l'eau et la nourriture et portait des vêtements adaptés contre les serpents et le soleil brûlant du Nevada. Mais derrière le portrait de l'explorateur passionné, Kenny cachait en réalité un combat bien plus personnel. Depuis des années, il luttait contre une dépression sévère qu'il refusait de soigner. Malgré ses efforts pour redonner un nouveau souffle à son existence après avoir quitté son emploi un an plus tôt, ses projets ne décollaient pas, les difficultés financières s'accumulaient et petit à petit, un terrible sentiment d'échec l'envahissait. Quelques mois plus tard, sa dépression s'est aggravée au point d'avoir des idées noires presque quotidiennes. Jusqu'au jour où Kenny s'est froidement confié à sa compagne. S'il décide de mettre fin à ses jours, personne ne pourra le retrouver. Une phrase qui fait immédiatement écho lorsqu'elle apprend que le seul indice retrouvé, c'est son téléphone, posé au bord d'un puits de mine. Sherry-Ann le sait, ce puits de mine n'est qu'à environ 4 heures de marche de sa voiture. Kenny, avec son expérience, n'aurait jamais été épuisé après si peu de temps. Lui qui, habituellement, était capable de marcher pendant plusieurs jours dans ces zones arides, sauvages et reculées. Selon elle, la position de son téléphone semble soigneusement choisie, comme s'il avait été délibérément placé pour être retrouvé. Il n'a pas non plus emporté sa caméra vidéo avec lui lors de cette randonnée en solitaire, et il n'avait donc pas l'intention de filmer quoi que ce soit, comme il l'a prétendu au moment de partir. Au fond d'elle, Sherry-Ann en est persuadée. Kenny n'a pas été victime d'un tragique accident, il s'est malheureusement ôté la vie. Avant de passer à l'acte, il aurait volontairement laissé son téléphone pour qu'on ne puisse pas le localiser grâce au GPS, et il aurait orchestré sa propre disparition comme pour chercher à échapper à une vie qui ne lui convenait plus. Mais l'un des plus grands mystères de ce monde reste quand même celui autour du triangle des Bermudes. D'ailleurs, vous pourrez découvrir les témoignages de ceux qui y ont survécu dans cette vidéo.